Bonjour, nous sommes ravis, tant à Amiens qu'à Rouen, d'avoir l'opportunité de vous présenter les résultats de 20 années de suivi renforcé conjoint des vaccins contre les infections invasives à méningocoque B, dont 10 ans à surveiller le vaccin Bexsero. Suivi nécessaire étant donné le contexte sanitaire de nos deux régions. En effet, nous avons été confrontés à partir de 2003 en Seine-Maritime à une hyperendémie d'infections invasives à méningocoque B particulièrement virulente et liée à l'émergence d'une souche de type B14, souche qui s'est ensuite étendue à partir de 2008 à la Somme. Il n'existait alors aucun vaccin disposant d'une autorisation qui fût disponible pour tenter d'endiguer l'explosion de cas de cette maladie dramatique responsable d'un nombre important de décès et de cas d'évolution greffés de séquelles. Face à cette situation critique, les autorités de santé se sont donc tournées vers un vaccin Menbevac, développé en Norvège pour lutter contre une souche de phénotype proche de type B15 et efficace in vitro sur la souche B14. Ce vaccin, dont le développement avait été interrompu en raison de la disparition de l'épidémie en Norvège, ne disposait pas d'AMM, mais face à la menace sanitaire et grâce à une subtilité de la loi française, son utilisation a été rendue possible et une campagne vaccinale a pu être engagée progressivement compte tenu du nombre limité de doses disponibles initialement. Les recommandations du Haut Conseil de santé publique ont ciblé les zones géographiques et les tranches d'âge et en raison des données limitées de tolérance disponibles avant l'utilisation en Normandie, un suivi renforcé de pharmacovigilance a été mis en place par l'ANSM, réalisé localement par les CRPV de Rouen et Amiens. Ce suivi s'est poursuivi jusqu'à la mise à disposition fin 2013 d'un vaccin disposant d'une AMM, le Bexsero, qui est venu remplacer le Benbevac dans la campagne de vaccination et a bénéficié lui aussi d'un suivi renforcé de pharmacovigilance. Alors, ce vaccin Bexsero, réservé initialement aux populations à risque, a d'abord été utilisé dans le cadre de campagnes de vaccination, comme en Normandie et dans la Somme, mais aussi dans différentes régions françaises en situation d'hyperendémie, avant d'être rendu disponible pour les nourrissons et les adolescents en population générale, et ce jusqu'à devenir obligatoire chez les petits en 2024, avec un remboursement qui s'est maintenu chez les 15-24 ans encore cette année en 2025. Parallèlement, en 2021, un autre vaccin, le Trumemba, a obtenu une AMM chez les plus de 10 ans dans cette indication. Et fort logiquement, le suivi de ce deuxième vaccin a été confié également à nos deux CRPV. Concernant les suivis de pharmacovigilance, le MENBEVAC a bénéficié d'un suivi exceptionnel de pharmacovigilance mobilisant l'ANSM, l'ARS, la préfecture, les centres vaccinateurs et également les patients. Des fiches spécifiquement conçues pour recueillir les effets indésirables immédiats et retardés par les professionnels et les parents, un envoi facilité au CRPV avec des enveloppes prépayées et une application à la documentation de la tolérance lors des doses suivantes des professionnels des centres de vaccination a permis un suivi quasi exhaustif des effets indésirables. Pour le vaccin Bexsero, l'utilisation du carnet électronique de vaccination a permis d'optimiser le recueil, la vaccination ayant été étendue à la médecine générale. Ce suivi exceptionnel a pris fin lors de l'arrêt de la campagne vaccinale en juillet 2014 et a été remplacé par un suivi renforcé plus classique de pharmacovigilance, suivi auquel est venu s'ajouter celui de Trumemba dès sa commercialisation en France. La surveillance de Bexsero, premier et longtemps seul vaccin disposant d'une AMM en France dans la prévention des infections invasives à méningocoque B, a permis de préciser le profil de tolérance avec une évolution au fil des années de son RCP. Comme vous pouvez le constater sur ce tableau, dès le départ, celui-ci distinguait des réactions générales et d'autres plus spécifiques aux petits ou aux adolescents et adultes. Ces effets indésirables, connus et qui vont être observés au fil du suivi, consistent essentiellement en symptômes de réactogénicité, avec au premier plan les réactions locales et les fièvres, les convulsions, fébriles ou non, et quelques rares cas de maladie de Kawasaki.
Et le suivi confirmera qu'il s'agit d'un vaccin qui peut être douloureux et même entraîner des difficultés à mobiliser le membre vacciné, cela parfois durant plusieurs jours, mais toujours avec une régression de la symptomatologie. L'expérience aidant, le RCP va être progressivement complété, vous le voyez ici en rouge, avec l'ajout dans les deux populations des lymphadénopathies et des réactions allergiques locales, ainsi que des nodules au site de vaccination qui généralement inquiètent les parents et dont on sait depuis qu'ils peuvent durer longtemps. Le chapitre des affections neurologiques s'est aussi renforcé avec l'ajout des irritations méningées. De manière plus spécifique, chez les adolescents, les syncopes vasovagales, plus particulièrement observées, ont fait leur apparition dans le RCP, ainsi que les rachs et les fièvres. Chez les enfants, les céphalées déjà connus chez les vaccinés plus âgés ont été confirmés, de même que des syndromes d'hypotonie, hyporéactivité et les arthralgies non préalablement anticipées également ajoutées. Ce suivi prolongé n'a pas identifié de nouvel effet indésirable alarmant attribuable au Bexsero, confirmant le profil de tolérance assez classique et rassurant de celui-ci. Alors d'autres problématiques ont bien sûr été soulevées au cours de la surveillance, mais qui, après analyse, n'ont pas été confirmées, telles les purpura thrombopéniques, les purpura vasculaires, les arthrites et synovites qui continuent bien sûr néanmoins d'être surveillées. D'autres signaux sur des effets peu graves, mais potentiellement alarmants pour les parents de par leur expression clinique impressionnante ou susceptibles de poser des problèmes d'errance diagnostique, sont actuellement en cours d'évaluation. Ce sont les œdèmes aigus hémorragiques du nourrisson et les pigmentations hypertrichoses au site de vaccination. En effet, plus récemment au cours du suivi, nous avons été amenés à analyser plusieurs cas d'œdème aigu hémorragique du nourrisson à la clinique très impressionnante, mais qui sont, comme vous le savez, des vascularites leucocytoclasiques bénignes touchant les petits vaisseaux et à la symptomatologie limitée à la peau. Cette pathologie touche classiquement les nourrissons autour de 1 an, plus particulièrement les petits garçons, et font le plus souvent suite à un épisode infectieux. Néanmoins, des cas sont décrits après des expositions médicamenteuses et parfois, seule une vaccination récente est identifiée comme facteur favorisant. Dans les cas que nous avons été amenés à analyser, même si on ne peut à ce stade exclure une infection concomitante non identifiée, la chronologie est évocatrice et ce signal potentiel est donc en cours d'analyse actuellement. De la même manière, aux côtés des nodules, attendus au RCP mais qui tout au long du suivi n'ont cessé d'inquiéter les parents, des cas d'hypertrichose et de pigmentation autour du point de vaccination ont été notifiés par des parents inquiets et par des professionnels intrigués, parfois après de multiples investigations. Ces réactions, non graves, peu décrites dans la littérature, sont en effet souvent méconnues des cliniciens. Alors, parfois associées à des granulomes, ces manifestations persistantes, peu esthétiques et principalement rapportées chez les filles, ont pourtant été décrites au décours de vaccinations avec de nombreux vaccins mis en cause, notamment des vaccins contenant de l'aluminium comme adjuvant, ce qui a pu faire évoquer le rôle de celui-ci, et ce même si des cas sont décrits également avec des vaccins n'en contenant pas. Là encore, l'effet est en cours d'investigation pour un ajout éventuel au RCP. Une autre problématique soulevée par le suivi est celle des erreurs. Celles-ci vont être de différentes natures, erreurs de stockage, erreurs de timing, et plus problématiques encore sans doute, les erreurs de vaccins administrés. Si on ne reviendra pas, faute de temps, sur la complexité du schéma vaccinal de Bexsero, ces erreurs sont autant d'opportunités ratées de prévenir une infection mortelle. Les erreurs de stockage, qui entraînent la non-administration du vaccin et la destruction de celui-ci, sont le plus souvent liées à des excursions de température tolérables selon des données du laboratoire qui malheureusement ne figurent pas dans le RCP. Outre le gaspillage, c'est une occasion perdue de vacciner. Les erreurs de vaccin avec administration de Trumemba dans un schéma Bexsero exposent à une non-couverture vaccinale, car rappelons-le, ce ne sont pas des spécialités interchangeables.
Et de plus, le vaccin Trumemba n'a pas l'AMM chez les moins de 10 ans. Si on veut conclure, donc, le bec 0 est un vaccin utilisé depuis 10 ans maintenant en France. Un vaccin qui a un profil de tolérance désormais bien connu, dont le suivi de pharmacovigilance a confirmé la forte réactogénicité, qui est au premier plan des effets rapportés, et avec des troubles digestifs et neurologiques, convulsions, épisodes d'hypotonie, hyporéactivité et céphalée, plus particulièrement notifiés. Un vaccin qui a sans doute participé à enrayer l'hyperendémie d'infections invasives à méningocoque B qui sévissait dans nos régions, et dont le bénéfice n'a pas été remis en cause au cours des années, en France ni ailleurs. Un vaccin qu'il est important d'utiliser au mieux, alors en respectant une conservation optimale, même si sa stabilité se maintient, on le sait, sur 48 heures jusqu'à des températures de 25 degrés, en s'attachant à respecter les schémas complexes de vaccination, sans switch notamment de spécialité, c'est essentiel, en minimisant la réactogénicité, par l'utilisation du paracétamol, utilisation, rappelons-le, qui est autorisée par le RCP. Merci de votre attention. Et bonne journée à tous.